Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce cinquième webinaire autour des ERA Awards. Vous le savez, cette année, on n'a pas pu se retrouver physiquement. Alors, on a imaginé cette formule qui nous permet chaque semaine d'échanger autour des travaux des primés dans différents domaines. Aujourd'hui, vous le savez, il sera question de design et cette séance s'intitule le Design Thinking, penser de manière dynamique et systémique. Alors, on est ensemble pour 1 heure environ. Il y a 3 travaux qui vont être présentés ce matin. Je vous explique un petit peu le déroulement. Donc, chaque primé va s'exprimer pendant 3 minutes environ. Il n'y a rien qui est chronométré ici pour nous présenter son travail. Ensuite, je donnerai la parole à Marie Pop, qui est la présidente du jury. Marie, j'aurai l'occasion de vous présenter évidemment dans quelques instants. Marie qui nous donnera donc l'avis du jury. Ensuite, on passera à un question-réponse de 10 minutes. Donc, toutes les questions que vous avez envie de poser à propos du travail qui vient d'être présenté, on vous invite à les poser via le chat. On a évité que tout le monde ne branche sa caméra parce qu'on craint un petit peu les soucis techniques. Donc voilà, dès la fin de la présentation, n'hésitez pas à envoyer vos questions et puis je me permettrai de les relayer auprès de l'imprimé en question. Et ensuite, à 2 reprises, on entendra Clio Zakala qui représente l'agence Wallonie Design, qui est partenaire de ce prix, voilà, qui interviendra à 2 reprises ce matin. Si vous avez un petit souci technique, ça peut arriver. Si vous regardez la colonne du chat, vous avez une petite main. Si vous cliquez sur la main, il y a plusieurs options, dont une petite roulette. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas, on sait que c'est déjà arrivé. Vous activez cette petite roulette et voilà, quelqu'un de notre équipe viendra vous voir. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Toutes vos questions sont toujours les bienvenues dans le chat s'il y a quoi que ce soit qui vous passe par la tête. On va commencer ce matin avec Margot Soren, qui a l'honneur d'ouvrir ce webinaire. Margot, j'imagine que tu es avec nous, donc n'hésite pas à activer ta caméra et ton micro. Alors, je rappelle le titre de ton mémoire, Margot, mémoire de master en arts plastiques, visuels et de l'espace que tu as défendu à l'École supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles. Bonjour Margot. Bonjour. Ce mémoire, il est intitulé Une récupérathèque à l'ESA Saint-Luc de Bruxelles. Pourquoi et comment? Alors, tu as eu comme promoteur Pierre Richard, qui je pense est avec nous ce matin, qui est professeur pour le Master Design d'Innovation Sociale à l'ESA Saint-Luc Bruxelles. Voilà pour la présentation. Tu vas nous en dire plus. Je m'éclipse pendant 3 minutes. À tout de suite. Bonjour à tous. Pour commencer, j'ai une question auquel vous ne saurez pas répondre directement puisqu'on ne travaille que par chat. Est-ce que vous saviez qu'un étudiant en école de création produisait 35 kg de déchets par an juste pour la réalisation de ces déchets? Donc on a une grosse production de déchets, de matériaux qui ont une durée de vie assez courte et donc on appelle ça l'économie linéaire, donc le mode de notre société pour le moment qui est d'extraire, fabriquer, consommer et jeter. Donc il est donc primordial de s'inscrire dans une dynamique créative et innovante axée sur l'absence de gaspillage. Pour trouver des solutions, je me suis basée sur le design thinking que j'ai pu apprendre lors de mon master en design social à l'ESA Saint-Luc, justement, Bruxelles. Et j'ai inclus tous les usagers, donc les étudiants, l'administration, les hommes de ménage, les hommes de maintenance, pour définir les problèmes, les besoins de chacun, mais aussi donc trouver des solutions. Donc j'ai analysé les flux qu'il y avait de matériaux dans l'école, le type de matériaux que les étudiants utilisaient en fonction des options. Et je suis arrivée à mettre en place un prototype de Récupératech. Donc c'est un magasin de matériaux de réemploi qui fonctionne avec une monnaie locale et qui a pour ambition de promouvoir un modèle économique durable basé sur l'intelligence collective, la solidarité et le lien social. Donc ce modèle permet de diminuer le coût des études. On peut faire des économies, enfin un étudiant peut faire des économies entre 400 et 1800 euros par an sur l'achat de ces matériaux en fonction de la fréquence à laquelle il utilise la Récupératech. On diminue également le gaspillage en donnant une deuxième, une troisième vie à tous ces matériaux, ce qui, quand on réunit toutes les écoles qui ont une Récupératech actuellement, fait qu'il y a 8 tonnes de déchets qui sont réemployés.
Donc une récupérathèque donne de la valeur à ces matériaux grâce à la monnaie locale, et donc ce qui permet d'innover par le réemploi. Actuellement, en Belgique et en France, il y a 13 récupérathèques qui sont en fonction. Donc, ce qui fait qu'on a 5000 étudiants qui peuvent profiter de ce modèle récupérathèque. Et on a 18 récupérathèques qui sont en cours de se mettre de construction. Et donc maintenant, je fais partie de la Fédération des récupérathèques et on tente d'essaimer ce modèle maintenant au-delà de la francophonie, premièrement en Flandre, et puis on va s'attaquer, on va dire, aux pays limitrophes, à la France et à la Belgique. Merci Margot. Il y a toujours un petit temps de latence avant de se reconnecter, évidemment. Alors avant d'aller plus loin et de passer aux questions-réponses, et je vois que les questions arrivent déjà sur le chat, je vais donner la parole à la présidente du jury Sustainable Design, qui est Marie Poc. Marie, vous êtes romaniste de formation et vous êtes actuellement directrice du Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Alors Marie, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le mémoire de Margot? Bien, alors tout d'abord, c'est un sujet qui est important parce que la valorisation des déchets dans une école d'art qui en produit énormément, Margot vient de nous rappeler 35 kilos par étudiant par an, c'est quand même pas une question anodine. Et le point fort que le jury a dégagé de ce mémoire, c'est l'articulation, la charnière, le passage d'un travail théorique qui est construit, recherché, structuré, à une application concrète et pérenne surtout. Alors, l'étudiant commence par planter son cadre, étudier des notions comme l'économie circulaire, le recyclage, l'écologie industrielle, et puis elle propose sa solution créative qui a plusieurs qualités. Donc forcément d'abord les qualités environnementales avec tout l'aspect du recyclage de cette montagne de déchets, l'aspect participatif avec, si j'ai bien compris, l'implication des professeurs, des étudiants, l'aspect économique, puisque ces étudiants font, et Margot rappelait le montant des économies qui sont réalisées pour chaque étudiant chaque année, et puis surtout la pérennisation de ce projet. En effet, le mémoire de Margot se termine par toute une série de recommandations qui permettent à ce travail, à cette matériothèque de survivre après son passage à Saint-Luc. Et si j'ai bien compris, la matériothèque fonctionne encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment elle survivra à la période Covid, mais je pense qu'elle fonctionnait encore juste avant le confinement et c'est une énorme réussite. Merci beaucoup Marie. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Alors Margot, je vois que les questions arrivent pour toi. Alors on nous demande première question, ce sont 35 kilos de déchets non recyclables? Ce sont 35 kilos de déchets qui peuvent être recyclés ou non. C'est tout ce que la matière que les étudiants utilisent pour créer leur projet. Donc par exemple, moi j'ai fait architecture d'intérieur, on utilisait beaucoup de carton mousse, carton brun, carton gris, du papier pour faire nos plans, etc. Et ben ça, quand on avait fini notre maquette, on foutait à la poubelle. Donc ici, la récupérathèque permet on démonte notre maquette et on va rapporter, même si ce sont, après on récupère pas ça, mais on essaye de récupérer, si c'est des matières comme ceci, on rapporte et il y a moyen de pouvoir qu'un autre étudiant puisse le réutiliser pour d'autres projets. Évidemment. Alors, tu disais qu'il y avait d'autres récupérathèques qui étaient déjà en cours. Toi, tu t'es basé sur des modèles existants? Je me suis basée sur le modèle existant on va dire qui est en global et je l'ai adapté à Saint-Luc puisque le modèle existant était plus pour des écoles d'art et moi je suis dans école de création artistique et nous on est plus en architecture d'intérieur donc on n'a pas les mêmes matériaux que les artistes utilisent et donc j'ai adapté ça et j'ai vraiment analysé la matière qu'on avait chez nous et voir juste au niveau du mobilier, comment est-ce qu'on crée un mobilier pour du papier et pour des tasseaux, pour du carton, etc. etc. Alors, est-ce que le numérique réduit ou augmente la quantité de déchets dans votre futur métier? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que le numérique produit du déchet puisqu'il faut aller concentrer toutes ces données à un endroit et donc ce qui produit du déchet. Nous, en tout cas à la Fédération des récupérathèques, on essaye via notre site et via notre application
on essaye de mettre ça sur des serveurs qui sont qui ont une réflexion pour ça. Et donc on essaye de ne pas mettre ça sur des serveurs qui c'est pas grave tout ce qui se passe maintenant, quoi. Et donc tout se passe en virtuel en fait. Non, il y a les récupérathèques en elles-mêmes sont donc des magasins et on a un local où les matériaux y sont et les étudiants peuvent venir aux heures d'ouverture se servir ou apporter des matériaux. Mais on a une application qui n'est pas encore terminée, mais qui va permettre aux étudiants de ne pas devoir se déplacer jusqu'à leur récupérathèque et de pouvoir voir ce qui s'y trouve, et même dans les autres récupérathèques, parce que par exemple à Bruxelles, on a déjà 3 récupérathèques qui sont en fonction, et donc de pouvoir permettre aux étudiants de Saint-Luc, par exemple, de pouvoir aller à l'ULB s'ils n'ont pas les matériaux qu'il y a, s'ils ne trouvent pas le matériau dans leur propre récupérathèque, ils peuvent aller dans une autre. Et donc c'est l'application qui permettra ça. Ok. Alors, est-ce que ce modèle de récupérathèque pourra être transposé à d'autres milieux que les écoles? Quelles sont les conditions, les besoins, les recommandations pour pouvoir le mettre en place? Alors, à ce niveau-là, nous, d'abord, on s'est attaqué, on va dire, aux écoles de création, puisqu'on produit énormément de déchets, et on aimerait peut-être au fur et à mesure, en tout cas, le modèle est ouvert à tous. Tout le monde peut essayer de l'adapter à son milieu, donc, je sais pas, à des hôpitaux, à des administrations. Euh, et on est ouvert à recevoir des questions et à aider les personnes, même si ce n'est pas dans une école de création. Mais on a déjà, par exemple, Gilles Bar à Bruxelles qui a créé au niveau d'un quartier une récupérathèque et qui permet aux habitants du quartier d'utiliser des matériaux, parfois neufs, parfois pas, et pour chez eux personnellement, quoi. Et alors, tu parlais d'une monnaie locale. Hein. Comment elle fonctionne, cette monnaie utilisée dans les récupérateurs? Alors là, ça dépend des récupérathèques. Il y a des récupérathèques qui fonctionnent sans, mais on conseille vraiment d'avoir cette monnaie locale puisque ça permet vraiment la participation de tout le monde. Donc c'est une monnaie qui est virtuelle. On n'imprime pas des faux billets et des choses comme ça parce que, tout le monde peut aller à l'imprimerie, réimprimer tout ça. Donc à Saint-Luc, par exemple, on tient une fiche où on écrit, quand l'étudiant est venu, on écrit ce qu'il y a en moins ou ce qu'il y a en plus. L'application, par exemple, Saint-Luc a créé une application pour que les étudiants puissent venir voir leur solde, et ce sont les étudiants du bureau qui gèrent la récupérathèque qui enlèvent et remettent de la monnaie locale via cette application pour que les étudiants puissent voir leur solde directement. Et donc, c'est virtuel. On conseille que ce soit virtuel pour que ce ne soit pas reproduisible, ou alors sur une fiche ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, comment est-ce que le travail avec les usagers permet d'améliorer le service proposé? Je crois que c'est une question de ton promoteur. Mais ça permet, je veux dire, chaque personne a une vision de la chose, et le fait d'avoir travaillé avec d'autres étudiants et de leur avoir posé des questions, ça m'a permis de savoir, en fait, moi je suis en architecture d'intérieur, mais il y a des gens de BD, il y a des gens de création d'intérieur, de dessin, de technique d'architecture, et donc tout le monde n'utilise pas les mêmes matériaux. Donc moi j'étais fixée sur, on a énormément de cartons, mais dans d'autres options, en fait, il n'y a même pas de matériaux, ou ce sont juste des plans, et donc eux ont des problèmes ils ont énormément de dépenses dans des plans. Et donc, après, le plan, on va dire, n'est pas résolu, le problème du plan, mais donc j'ai pu voir qu'il n'y avait pas que l'architecture d'intérieur, qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là, et c'était vraiment, même avec les hommes de ménage, qui me disaient qu'ils avaient des quantités astronomiques qui jetaient non-stop, et ils me disaient, mais il y a vraiment des trucs qui sont vraiment réutilisables. Et donc je me disais, vraiment dommage, et je ne savais pas qu'ils jetaient des cartons parfois entiers. Et donc ça a permis d'ouvrir les yeux sur la réalité qui était parfois cachée. On voyait une petite réalité, mais il y avait beaucoup plus. C'est comme un iceberg, on voyait un petit peu, et puis il y avait énormément en fait en dessous. Ouais. Alors, puisque tu as mis une récupérathèque en place à l'ESA Saint-Luc, tu le disais, est-ce que tu as pu évaluer justement la réduction des déchets que ça a pu générer?
Non, puisque j'ai quitté en juin de l'année dernière. Mais avec la Fédération des récupérateurs, on est en train de créer une enquête qui permettra d'évaluer la quantité de déchets, puisque à chaque fois on fait un peu des estimations en fonction de ce qu'on pourrait voir et de ce que les étudiants des récupérateurs nous apportent comme information. Mais on essaye maintenant de mettre en place une enquête pour pouvoir voir la réelle quantité qui a pu être économisée et réemployée. Alors, on te félicite pour ce travail inspirant. J'ai ici une remarque qui nous dit considérer le déchet à la fois comme canevas, support et comme composant de la création pourrait, à mon avis, permettre une œuvre qui aura beaucoup de sens. Je pense à la démarche de Giuseppe Penol. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Voilà, on aurait peut-être besoin de quelques éclaircissements. Et voilà, encore une petite remarque qui ne te concerne pas pour des gens qui sont dans la salle d'attente, qui n'arrivent pas justement à nous rejoindre. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour le chat, Margot. Merci beaucoup pour ce travail en effet inspirant. Et on va retrouver à présent le partenaire de cet award en design, à savoir Wallonie Design, qui est une agence wallonne qui propose aux entreprises, aux institutions, au pouvoir public une expertise en matière de design, voilà, pour ajouter du design à leurs activités. Et l'agence wallonne est vraiment une référence dans ce domaine-là. Et c'est Clio Braque. Ça y est, ça allait très bien tout à l'heure. Bzakala, voilà, vous êtes la directrice de Wallonie Design. Alors, Clio, pourquoi Wallonie Design soutient-elle justement ce prix dans le domaine du design soutenable? Comme vous l'avez dit, on est l'organisme wallon de référence qui facilite le recours au design pour concrétiser des innovations, mais on veut être là aussi pour anticiper les changements et ce au profit de tous. Donc ça cadre vraiment bien avec notre vision. Et on est vraiment fiers d'avoir contribué à la création de cet award. Et en fait, cette initiative nous encourage nous-mêmes dans nos pratiques et dans nos choix d'action. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose que cet award existe maintenant à part entière par rapport aux autres awards qui ont été mis en place par la Fondation pour les générations futures. Donc, le design existe maintenant aux côtés de l'ingénierie, des finances, de toutes les réflexions sur l'architecture. Et donc, c'est montrer le rôle vraiment moteur du design pour cette transition qui est extrêmement importante. Et on a besoin, nous, de valoriser, d'encourager cette nouvelle génération de designers parce qu'on est au service des PME. Les PME doivent changer leur mode de réflexion. On doit vraiment passer d'une approche centrée produit vers une approche du design systémique. Et donc pour nous, voilà, on ne peut être qu'heureux que ce prix existe, persiste et aussi remercier, je pense, les professeurs et les étudiants de choisir des sujets en lien avec ces préoccupations et ces nécessités. Voilà. Merci beaucoup, Clio. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Et merci encore, Margot. Je vois que tu t'es effacée. Tu aurais pu rester encore quelques petites secondes avec nous. On va retrouver à présent Doris Michel. Alors Doris, le temps que tu nous rejoignes, je te présente. Donc tu as présenté un mémoire de master en communication visuelle et graphique à l'École supérieure des arts Saint-Luc de Liège et il s'intitule, bonjour Doris. Bonjour. Il s'intitule Captive, comment l'imagination et la créativité peuvent favoriser le processus de réinsertion post-carcérale des femmes en Belgique. Et tu as eu comme promotrice Marie Sillon, qui est professeure à l'ESA Saint-Luc Liège, qui est aussi parmi nous, je pense. Doris, on va t'écouter pendant 3 minutes et puis je vous rappelle que vous qui êtes avec nous ce matin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès la fin de la présentation de Doris. À tout de suite. Merci. Donc voilà, quand on parle de prison, en fait, c'est vrai qu'on va très rapidement avoir des gros clichés en tête et notamment qui nous sont véhiculés genre par des films, par des séries et qui va vraiment en fait nous représenter les détenus comme des personnes dangereuses. Or, quand on se penche réellement sur les chiffres, on va se rendre compte qu'en Belgique, il y a réellement que 2% de la population carcérale qui est réellement dangereuse pour la société, mais qu'on a quand même un taux de surpopulation qui avoisine les 105%. Si ce taux de surpopulation est aussi élevé, c'est en partie parce que la réinsertion post-carcérale est un échec. Et un très très bel exemple que je peux donner de ça, c'est la maxi prison de Harren, qui fait énormément débat pour le moment, parce que voilà, c'est vraiment un exemple de construire plus pour pouvoir enfermer plus, alors qu'on sait que ça fonctionne pas et qu'en plus c'est vraiment un désastre écologique, économique et humain. Du coup, moi de là, j'ai décidé de m'interroger justement sur cette question de la réinsertion avec mes outils de graphiste, de photographe. Et du coup, je me suis axée tout particulièrement sur les femmes, parce qu'en fait, la situation pour les femmes, elle est encore plus inquiétante, étant donné que la prison, c'est vraiment un milieu d'hommes qui est créé et pensé par des hommes pour des hommes.
Donc, elles sont encore plus mises en arrière dans ce milieu-là. Et ma volonté, ma problématique, ça a été de les remettre en lumière, vraiment de remettre en lumière des personnes invisibilisées par la société et d'améliorer le processus de réinsertion post-carcérale par la créativité et l'imagination. Et du coup, pour ce faire, j'ai mis en place une méthode inspirée du design social et du design thinking qui combinait en fait différents outils et différents ateliers participatifs. Donc au niveau des outils, c'est notamment ce qu'on peut voir sur mon illustration en haut à gauche. Donc il y a d'abord eu un portrait chinois qui m'a vraiment permis de m'imprégner de leur univers en fait et d'apprendre à connaître les détenus par un support, par un médium graphique. Et ce portrait chinois m'a permis de créer un carnet entièrement personnalisé qu'elles pouvaient en fait avoir toujours avec elles. Donc c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment un espace de création et de conception qu'elles pouvaient reprendre en cellule, parce que ça c'est quelque chose qui manque beaucoup et qui leur appartenait vraiment et qui représentait ce qu'elles aimaient. Et en parallèle de ça, il y a donc eu toute une série d'ateliers participatifs donc d'ateliers participatifs inspirés de graphisme et de design social et qui traitaient de questions de réinsertion comme par exemple la maison, le métier, l'entourage. Donc vraiment des questions de l'après-prison en fait. Après ça, il y a eu une co-construction de nouveaux outils qui prenaient vraiment vie à la sortie de prison. Donc voilà, vraiment très très pratique en fait à ce moment-là et qui étaient donc co-construits avec les détenus. Et tout ça, je l'ai présenté donc sous forme de protocole d'atelier, avec vraiment cette volonté que ça soit open source et que ça puisse être reproduit et que la démarche puisse se populariser, et une proposition graphique. Donc par rapport à la proposition graphique, c'est notamment plus ce qu'on va retrouver dans le coin en bas à droite, où là on voit quelques photos extraites de mon jury de l'an passé, où on sent vraiment cette volonté de sensibiliser et de montrer les choses en fait. Parce que voilà, vraiment au niveau de mes résultats, j'ai pu observer que l'art c'était un exutoire, qu'il était vraiment utile au bien-être des détenus, et que c'est toujours positif en fait dans ce cadre-là, parce que ça va vraiment leur ouvrir un nouveau champ des possibles. Elles vont pouvoir réfléchir différemment à leur réinsertion et pouvoir l'envisager plus sereinement. Et aussi, vu que c'est un travail qui est hyper individualisé, ça va vraiment aider à lutter contre la déshumanisation qui est hyper présente en prison et qui, pareil, en fait, freine vraiment ce travail de réinsertion que les détenus sont amenés à faire. Et voilà, pour continuer le travail, en fait, ce qui serait vraiment super intéressant, c'est comme je le disais un peu précédemment, ce serait de plus populariser la démarche, mais pour ce faire, il faudrait vraiment créer un labo de design social où là, il y aurait beaucoup plus d'acteurs du milieu carcéral, en fait. Donc vraiment, que ce soit d'anciens détenus, que ce soit des gardiens, des directeurs de prison, des juristes, enfin bref, vraiment beaucoup plus de personnes qui sont proches de ce milieu-là pour pouvoir mettre quelque chose en place de plus complet. Et voilà, moi j'aimerais bien terminer ma présentation en disant que ce qui est super important, c'est vraiment de continuer d'informer, de sensibiliser, d'exposer le travail des détenus et vraiment de montrer en fait au grand public que les détenus, ce ne sont jamais que des personnes comme vous et moi qui ont eu un parcours de vie beaucoup plus chaotique. Voilà, merci. Merci à toi Doris, bravo. Avant de passer aux questions-réponses, on va retrouver Marie Poc, donc présidente du jury en Sustainable Design. Marie, voilà, le temps qu'elle nous rejoigne. Voilà, ça prend toujours quelques petites secondes. Alors, qu'est-ce que le jury a souhaité mettre particulièrement en avant à travers le mémoire de Doris ? Alors, merci Doris, ça a été une bulle d'oxygène pour nous. Le jury a été ravi de pouvoir relire ce mémoire qui est forcément assez inhabituel pour des spécialistes du design. Mais du coup, on a énormément appris sur les enjeux et sur les aspects historiques, politiques, mais aussi économiques de l'incarcération des femmes et surtout de leur réinsertion dans la société. Alors, c'est un mémoire qui est avant tout porteur de valeurs très fortes. C'est un mémoire qui est idéaliste, peut-être parfois un petit peu naïf, mais cette naïveté est dépassée par une étude théorique très précise, très juste, très concrète et très documentée. Alors, l'étudiante est allée sur le terrain et ça se ressent, mais son expérience empirique est soutenue par toute cette recherche théorique préalable. Alors, ton travail artistique a été particulièrement apprécié pour son aspect participatif et on a souhaité souligner aussi le côté pérenne de ce projet, donc la réplicabilité de ce travail. Le fait que les protocoles de tenue de ces ateliers soient disponibles en open source aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Ceci dit, comme le jury pose quand même un regard critique, constructif, mais critique et exigeant, on a trouvé que l'aspect environnemental pouvait être encore plus poussé. Alors c'est vrai, la plupart du temps, quand c'était possible, des matériaux recyclés ont été utilisés, mais on peut aller encore plus loin que ça. C'est un petit clin d'œil en passant pour te pousser à aller encore plus loin. Mais en tout cas, merci pour ce mémoire engagé. Merci. Merci Marie, à tout à l'heure. On va passer aux questions-réponses à présent.
Un bravo déjà, un Doris qui nous parvient. Quelle a été la réception de ces idées par les autorités carcérales, entre guillemets? J'ai pas été énormément confrontée aux autorités carcérales, en fait. Vraiment, dans le cadre de mon étude de terrain, donc moi, ça s'est passé à Lantin, dans le quartier femmes. Et en fait, j'ai travaillé avec une de mes anciennes profs qui donne des cours de dessin là-bas. Et du coup, j'ai beaucoup plus échangé avec l'éducateur du quartier femmes. Donc, j'ai pas vraiment été confrontée aux directions, etc. Donc, je vais dire qu'à un niveau plus bas, en tout cas, ça a été très bien reçu. Et ça a été un travail qui a été plutôt, oui, bien accepté, qui n'a pas posé de soucis en tout cas. Alors, est-ce que les ateliers qui ont été mis en place se poursuivent actuellement? Alors non, parce que voilà, comme je disais, j'étais dans un cadre scolaire, mais c'est une volonté que j'ai. Et j'ai notamment passé mon agrégation cette année pour pouvoir enseigner en prison, pour pouvoir continuer ce travail-là et avoir en fait un maximum de ports d'entrée pour pouvoir le faire évoluer. Donc voilà, Donc, c'est à venir. OK, donc tu es pas encore sur le terrain de l'emploi, là, tu es toujours en formation pour justement reprendre, ce que tu avais mis en place? Si, je travaille déjà, mais pas dans le milieu carcéral du coup. Ah oui, c'est ça. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ta présentation, c'est que tu disais que les prisons étaient des lieux pensés pour et par des hommes. Tu penses à quoi en disant ça? Ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture, en fait, c'est parce que, enfin, la prison existe depuis toujours et les prisons de femmes n'existent pas depuis toujours. Donc déjà, notamment en Belgique, il n'y a qu'une seule prison qui n'est que pour femmes, c'est la prison de Berkendeel, qui est en fait une aile délocalisée de Saint-Gilles. Et donc, dans toutes les autres prisons où il y a des quartiers femmes, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture, c'est pas pensé pour, en fait, parce qu'il a fallu caser le quartier femmes dans un coin de la prison. Et parfois, pour accéder à des préaux ou accéder à des infirmeries, etc., il faut passer par les quartiers hommes. Sauf qu'ils ne peuvent pas se croiser. Donc, les femmes ne vont pas avoir accès à certains soins, à certaines activités à cause de cette architecture et à cause de ce manque de place qu'on leur a laissé, en fait, dans ce milieu-là, quoi. Mmh. Alors, ces idées pourraient-elles aider les prisonniers hommes également, hein, même si vous avez expliqué que les femmes sont encore plus défavorisées, en prison? Oui, absolument sans souci. Sans aucune adaptation, je pense que le travail, il peut complètement passer en quartier homme. Là où il faudrait quelques petites adaptations, je pense que c'est plus dans les quartiers santé ou dans les IPPJ, etc., où là, il faudrait un peu l'adapter. Mais là, en tant que tel, le faire dans des quartiers hommes, il n'y a aucun problème. Je l'ai pensé pour qu'ils puissent en fait se populariser, même si moi, je l'ai axé sur une toute petite partie de la population. Oui, c'est ça. Alors, comment les femmes que tu as pu rencontrer, ont réagi justement par rapport à cette, proposition d'atelier? Est-ce qu'elles y sont venues, spontanément? Oui, donc déjà, donc c'est vrai que c'était dans le cadre déjà d'un cours de dessin. Donc les cours en prison sont bénévoles, c'est différent du travail. Donc ça, c'est vraiment sur base de leur volonté et aussi ça pourrait bien dire, mais de leur comportement en fait, parce que les cours en prison, c'est une récompense. Donc déjà ça, ce serait quelque chose à changer parce que ça devrait être accessible à tout le monde. Et moi, en l'occurrence, donc le groupe de personnes avec qui j'ai travaillé ont été vraiment super réceptives au travail et elles ont vraiment apprécié ça. J'ai eu des super bons retours. J'ai eu l'occasion de revoir des détenus cette année parce que j'ai refait un stage du coup d'enseignement à Lantin. Elles m'en ont reparlé, c'est revenu sur le terrain. Donc oui, au niveau des détenus, en tout cas, c'est un projet qui leur a fait du bien. Mmh. Et est-ce que tu as eu des retours peut-être de détenus qui étaient sortis de prison justement? Non, ça non, par contre, ça, je n'ai pas eu. Mmh. Pas encore. Un petit mot peut-être, hein, le temps que d'autres questions, arrivent peut-être sur, ton expérience avec les ERA Awards, tu en as retenu quoi? C'est une chouette expérience parce que c'est vraiment, ça nous donne énormément de perspectives. On rencontre plein d'autres gens et c'est vraiment hyper ouvert. C'est un milieu super bienveillant. Moi, j'ai appris plein de choses d'autres personnes et on s'apprend vraiment des choses les uns des autres. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, des nouvelles expériences et tout. Donc oui, c'est vraiment super positif. De ce côté-là, je suis vraiment contente d'avoir pu continuer à faire vivre mon mémoire et mon travail de fin d'études via le biais d'ERA. En tout cas, c'était chouette. Mmh. Alors, tu le disais, hein, tu étais en formation, là tu passes ton agrégation pour pouvoir retourner, donner des cours en prison. Toi, ton but, c'est quoi? Tu as envie de faire ta vie professionnelle dans le milieu, carcéral et peut-être, d'entrer dans différentes prisons? Oui, en fait, le projet, voilà, que j'ai mis en place avec mon mémoire, c'est vraiment un projet que je veux faire continuer. C'était pas la première fois que je m'interrogeais sur la question de la prison, parce que avant, j'ai fait un bachelier en photo et déjà, mon travail de fin d'études de photo, c'était un travail sur un reportage sur la prison de Marchand-Famenne. C'est à ce moment-là que tout le questionnement autour de la prison, de l'enfermement, etc., a émergé. Et c'est quelque chose qui vraiment m'interpelle et pour lequel j'ai vraiment très envie de continuer à travailler là-dedans. Pour essayer de faire de changer les choses, quoi, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a énormément de choses qui vont pas et voilà, en l'occurrence, pour le moment, j'ai envie de m'axer là-dessus. Ouais, ouais, et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu à la base?
c'est un peu paradoxal parce que ce qui m'a attirée vers ce milieu-là, c'est que j'avais envie de travailler la liberté, en fait. Je voulais réaliser un reportage sur la liberté. Et à contrario, c'est devenu un reportage sur l'enfermement. Et du coup, bah voilà, je me suis tournée vers la prison parce que, enfin, il y a toujours une part d'ombre, en fait, chez les personnes. Et pourquoi plus chez d'autres que. Enfin voilà, pourquoi plus chez ces personnes-là et pourquoi, en fait, le système pense que simplement en enfermant quelqu'un et en l'oubliant, ça va résoudre les choses. Et du coup, voilà, enfin, la réflexion s'est faite un peu toute seule et en commençant le travail, en creusant, en m'intéressant au sujet, voilà quoi, c'est resté. Ouais, ouais. Alors une question plus concrète, est-ce que ce type d'atelier pourrait être utilisé également dans d'autres cadres, par exemple, insertion socio-professionnelle pour des jeunes? Oui, je pense que oui, parce que au final, quand on regarde vraiment la forme, c'est vraiment des questions d'insertion. Donc voilà, comme je disais, j'interrogeais le métier, j'interrogeais la maison, j'interrogeais l'entourage, etc. Donc c'est des choses qui sont propres à la société et comment est-ce qu'on veut s'intégrer dans la société. Donc même si c'est pas en sortie de prison, il y a des choses qui peuvent tout à fait être prises pour d'autres personnes. Comme je disais, moi c'est un travail que j'aimerais adapter en IPPJ aussi, donc à un niveau avec des plus jeunes, quoi. Mmh. Alors les travaux réalisés pourraient-ils être utilisés pour modifier la vision qu'a le grand public des détenus? Tu disais qu'un très faible pourcentage des détenus sont réellement dangereux pour la société. Oui, moi je pense que oui, notamment via des expositions. Moi ici, le travail, j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer et pareil, c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire parce que ne serait-ce que de voir des travaux réalisés par des détenus, bah ça aide à se rendre compte de ce qu'ils vivent et ça aide à se rendre compte de ce qu'ils sont en fait. Et qu'au final, tu dis, bah oui, c'est vrai que voilà, un détenu qui va représenter sa maison rêvée et qu'au final, on se retrouve avec une maison très classique, bah quand on voit ça, on se dit, mais oui, c'est quelqu'un qui a les mêmes rêves que moi, c'est quelqu'un qui a des envies basiques, qui veut juste vivre sa vie tranquillement, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment, oui, montrer ce travail-là pour que les gens prennent conscience que bah, c'est pas tous des monstres, quoi. Ouais, effectivement. Est-ce que les détenus se sont vraiment révélés ou au moins certaines d'entre elles au cours de ces ateliers? Est-ce que certaines choses t'ont marqué, toi? Ouais, et énormément. Surtout, en fait, au niveau du travail sur le carnet, vu que c'était vraiment un espace encore plus privé, qu'elles pouvaient travailler, en cellule vraiment tranquillement. Elles l'ont enfin pas toutes, hein, mais il y en a qui l'ont vraiment utilisé, en fait, comme un support pour se livrer, pour exprimer beaucoup de choses et pour vraiment, bah, ouais, pour parler de ce qui les touche vraiment. Moi, enfin, il y a quelque chose auquel je me suis vraiment attachée, c'est de pas être trop intrusive. Par exemple, je ne voulais absolument pas savoir pourquoi elles étaient en prison. Mais parfois, ça émergeait et elles avaient besoin d'en parler. Et donc oui, il y a eu des choses quand même très personnelles et très intimes qui sont ressorties assez rapidement en fait. Parce qu'au final, j'ai pas fait tant d'ateliers que ça. On ne s'est pas côtoyé pendant des mois et des mois. Parce que bah, ça restait un travail scolaire, donc j'étais quand même limitée de ce côté-là. Mais très rapidement, il y a des choses qui ont émergé et des belles choses qui sont construites en fait. Donc je me dis que sur le long terme, ça peut vraiment amener beaucoup plus, quoi. Mmh. Alors une dernière question, est-ce qu'on pourrait rassembler les 2 travaux de ce matin, travaux visuels via les chutes récupérées par Margot? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais même moi, enfin, c'est tout bête, mais le premier exemple qui me vient en tête, c'est un travail de collage. On va d'office utiliser des vieux magazines récupérés, etc. Donc oui, oui, c'est évident. À partir du moment où on fait des ateliers artistiques, quel que soit le milieu dans lequel on le fait, autant utiliser des travaux récupérés. Donc voilà. Merci, merci beaucoup, Doris, et bonne suite, hein. On espère que tu pourras poursuivre évidemment, ces projets, comme tu le souhaites. On va passer à la suite avec le troisième et dernier travail qui va être présenté, ce matin, c'est celui de Gaëlle. Gaëlle, j'imagine que tu es avec nous. Gaëlle Kling, alors tu es la lauréate de ce prix en Sustainable Design. Tu as présenté un mémoire de master. Bonjour Gaëlle. Bonjour. En art plastique visuel et de l'espace à l'École supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles et il s'intitule Valorisation des déchets de construction en région Bruxelles-Capitale, état des lieux de l'existant comme moteur de changement. Et ton promoteur est Olivier Gilson, responsable du master de design innovation sociale à l'ESA Saint-Luc Bruxelles, qui est, je pense, aussi parmi nous. Bon, Gaëlle, je m'efface pendant 3 minutes et on se retrouve juste après. Ça va. Premièrement, bonjour à tous. Je vais vous poser une première question. Je sais que vous ne me répondrez pas, mais c'est pas grave. Savez-vous qu'un tiers des déchets sont issus du secteur de la construction en Europe, mais aussi en Belgique? Sur ces un tiers de déchets, on a 85% qui sont valorisés. Alors vous me demanderez, mais pourquoi je me prends la tête avec ça? Et pourquoi je me suis intéressée à ça? Et en fait, c'est parce que d'une part, ces 85% sont valorisés, mais ne sont pas spécialement valorisés de la bonne manière. Et d'autre part, qu'en est-il des 15% restants?
on peut se rendre compte en fait qu'il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques qui sont faites, qui sont faites en Europe et qui sont soutenues par des programmes européens. Et donc, toutes ces bonnes pratiques vont être je perds mes mots, je suis désolée, vont m'inspirer dans mon travail par rapport à Bruxelles. Donc, j'ai fait le choix de travailler sur Bruxelles parce que premièrement, c'est la capitale européenne, donc ce serait pas mal qu'elle soit un exemple pour les autres pays. Et d'autre part, parce que c'est un vrai challenge. Cette ville est vraiment située dans une enclave. La place au sol est chère et l'empreinte au sol est aussi très limitée. Et donc, en général, les chantiers utilisent des conteneurs tout venant où ils mélangent la plupart de leurs déchets, ce qui devient un obstacle pour la valorisation. Et donc, j'ai fait le choix de travailler sur 4 déchets différents. Le plâtre, les peintures, les isolants synthétiques et les isolants en laine minérale. Et pour chacun d'eux, j'ai essayé de mettre en place un programme qui puisse être adapté à certaines bonnes pratiques qui sont faites en Europe et donc de pouvoir lier les deux. Donc, d'une part, j'aurais peut-être repensé le tri à la source avec une utilisation d'un kit Big Bag, du leasing, des primes ou encore des conteneurs compartimentés. D'autre part, il y aura une réutilisation ou une transformation avec des plateformes qui permettent aux gens d'avoir accès à ces déchets et aussi de pouvoir les réutiliser et donc de aussi créer de l'emploi pour pouvoir massifier tous ces déchets. D'autre part, c'est repenser aussi la logistique. Donc, il y a tout un travail au niveau de la logistique qui est à faire pour pouvoir massifier de nouveau, éviter de trop grandes distances entre les centres de tri et les chantiers et donc limiter l'empreinte carbone. Mais aussi, le dernier point, c'était travailler sur quelque chose qui était plutôt en open source et donc de permettre aux gens, avec leurs déchets, de pouvoir transformer le déchet en nouvelle matière première, mais aussi en analysant vraiment toutes ses caractéristiques pour lui donner une seconde vie en fonction de ses propriétés physiques ou chimiques. Je ne rentre pas dans les détails de chaque déchet parce que ça mettrait vraiment beaucoup de temps. Mais en fait, l'important vraiment dans ce travail, c'était de pouvoir montrer l'importance de les pluriconnaissances, si je peux dire. Donc, le fait que la place du créateur, en fait, dans un domaine qui à la base n'est pas le sien. Je suis vraiment venue comme un cheveu dans la soupe dans le domaine de la construction. Et en fait, c'est vraiment cette manière de pouvoir bousculer des codes pour donner de nouvelles solutions et faire émerger des choses auxquelles peut-être les professionnels du secteur n'auraient jamais pu penser. Et donc voilà, donc oui, je vous invite à lire le mémoire et voilà. Merci beaucoup Gaëlle. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions déjà via le chat et nous, on va retrouver la présidente du jury Sustainable Design. C'est Marie Poc, voilà, Marie qui est à nouveau avec nous. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce travail ? Alors forcément, l'enjeu de la valorisation des déchets du secteur de la construction, c'est quelque chose d'énorme. C'est courageux, Gaëlle, de se confronter à ça. Surtout que souvent, lorsque un designer se confronte à une échelle aussi importante, comme on l'a vu ici, que celle de la construction, certains se disent que le designer sort des missions du design au sens strict, ou plutôt au sens limité au design d'objets. Et c'est cette vision limitée qu'il faut absolument dépasser, et c'est important, parce que là, avec le travail de Gaëlle, on est en plein dans ce qu'on appelle le design thinking, qui n'est pas encore familier pour le plus grand nombre. Et donc, on est là dans une méthode qui est une méthode d'abord d'analyse, de conception, de prototypage et enfin de réalisation de solutions diverses pour répondre à des problématiques. Et c'est ce que Gaëlle a fait à travers un travail académique qui est encore une fois très documenté, précis. Elle a analysé les choses donc avec beaucoup de méthodes, c'est-à-dire en passant de l'échelle un peu macro, de l'analyse de la situation en Europe, se focaliser sur la situation particulière de Bruxelles-Capitale, en analysant les différentes filières, celles qui existent, celles qui sont en pénurie, et en proposant, après avoir bien cerné son sujet, en proposant beaucoup de solutions en fonction des différents types de matériaux, pour enfin
arriver avec sa solution créative, les mods, malheureusement n'ont pas eu d'avenir durable comme on l'aurait souhaité, mais ça c'est un immense débat de pouvoir concrétiser ces projets théoriques au départ. Mais une des grandes intelligences du travail de Gaël, justement, ça a été de poser tout au long de ce mémoire les limites des différentes propositions. Et donc ça, Gaël, je pense que c'est faire preuve de plus grande maturité. Donc bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Marie. On va passer aux questions-réponses, Gaël, avec une première question. Bravo, Gaël. Et que veut-tu dire par open source dans ce contexte-ci? Par open source, en fait, je parlais du dernier déchet qui était les isolants de laine minérale et j'ai vraiment fait un travail où j'ai récupéré ces isolants, j'ai analysé tout ce qui était possible et j'ai recréé, donc comme disait Marie, avec Mods, des isolants à pouvoir mettre dans les parois. Et en fait, toute la démarche est expliquée dans le mémoire et c'est vraiment quelque chose d'assez open source et qui est accessible à n'importe qui. C'est vraiment facilement réalisable et ça permet d'être réutilisé soit dans des mods, comme je disais, ou soit comme isolation phonique dans une paroi metal stud, quoi. Enfin, c'est un truc assez simple, accessible à tous. Ok. Alors, on nous demande, avez-vous envisagé le domaine du avant-déchet, c'est-à-dire avoir des matériaux de construction prévus pour être réutilisés déjà en amont? Prévus en amont pour être réutilisés, quoi. Non, je me suis intéressée vraiment à après, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose où il faut, comme je disais, cette multiplicité des savoirs et en tant que seulement designer, je ne peux pas m'attaquer à quelque chose comme ça. Il faut vraiment travailler avec des scientifiques et avoir plein de gens autour de soi pour pouvoir réfléchir à ça de manière correcte. Mmh. Alors, comment ces bonnes pratiques peuvent être utilisées, intégrées par les filières de valorisation qui sont déjà existantes? Je pense que il y a des choses qui parlent aux politiques, donc ça devient un peu plus compliqué, mais je pense vraiment que ce travail devrait être utilisé comme un genre de guide. Si les entrepreneurs et tout ça pouvaient utiliser mon mémoire comme un guide, ça permettrait peut-être de pouvoir introduire ces bonnes pratiques tout doucement dans le milieu. Mmh. Alors, on le voit dans mon entreprise, une difficulté courante est le manque de compréhension de la signalétique, PNC, tout venant, bois, etc. Logos compris différemment selon les cultures ou la langue. Alors, attendez, hop, il y a un petit message qui s'est affiché et qui m'a fait perdre le fil. Je suis désolée. Logo compris différemment selon les cultures ou la langue parlée. As-tu étudié la partie signalétique? Non, je n'ai pas étudié la partie signalétique. Je me suis vraiment concentrée sur le déchet en lui-même et voilà, c'est vrai qu'il y a comme vous dites, il y a des signalétiques qui sont pas comprises par tout le monde et ça serait peut-être aussi quelque chose de très intéressant à voir. Ouais. Alors, il est regrettable, nous dit Marie-Poc, que le projet des MOTS n'ait pas pu se concrétiser, mais j'ai appris que vous poursuiviez vos recherches en les appliquant aux débris dans des situations post-tremblement de terre. Pouvez-vous en dire plus? Donc là, je suis en train de préparer un doctorat et c'est plutôt sur les déchets post-cycloniques. Donc après les inondations, les pluies, les vents. Et le but, en fait, serait vraiment de travailler sur cette. Il y a énormément de déchets qui sont générés après des catastrophes naturelles comme celle-là, et de vraiment travailler sur ce dont les gens auraient besoin par rapport à ces déchets. Et donc oui, travailler sur ce design thinking, donc de la base du besoin du consommateur jusqu'au au prototypage. Et oui, j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, est-ce que l'amiante a été plus particulièrement analysée? Non, je n'ai pas analysé l'amiante parce que c'était pas possible pour moi et je pense qu'on en a de moins en moins. Et c'est de nouveau, il y a une dangerosité vers laquelle je peux pas m'attaquer en fait, tout simplement. Mm-hmm. Alors, comment est-ce que la réunion de plusieurs compétences et expertises différentes a amélioré le service proposé? Je pense que c'est vraiment cette manière de donner des idées qui sont complètement différentes et
Et donc se dire, ah ben, c'est vrai, c'est possible, je n'y avais pas réfléchi, ou oui, vraiment ce travail de sortir des sentiers battus et donc du coup de faire émerger des nouvelles choses et dans la tête de chacun en fait. Ouais. Est-ce que tu connais Bicircular Material, Avenue du Port? Je connais des noms, oui. De nom. Alors, mon travail de fin d'année, il y a plus de 20 ans, j'avais éliminé fibre d'amiante et la cyclée pour le milieu engrais, vu que c'est le physique de la fibre qui est problématique. Voilà, un petit Okay. commentaire en plus. Tu Bravo. parlais tu parlais de pays où ça marche mieux justement au niveau recyclage. Est-ce qu'il y a des bons élèves en la matière? J'ai pas de pays en particulier, mais en fait, je me suis vraiment basée sur les programmes LIFE, donc supportés par l'Europe. Et donc, il y a vraiment des choses qui se font un peu dans tous les pays. Et mais j'ai pas ciblé un pays en particulier. J'ai vu des choses de partout. D'accord, OK. Bon, on te félicite pour ce travail, Merci voilà, beaucoup. on met voilà le lien vers ce justement, ce bicirculaire matériel. Merci beaucoup Gaëlle, merci à toi et bravo. Merci. Et avant de se quitter ce matin, eh bien, on va retrouver Clio Bzakula qui est donc, la directrice de Wallonie Design, qui est partenaire de ce prix en design. Voilà, Clio, vous êtes là. Alors avant de se quitter ce matin, mais qu'auriez-vous envie de souhaiter à nos 3 primés pour l'avenir? Déjà beaucoup de bonheur, tout simplement, mais peut-être aussi, voilà, de la persévérance. Je pense que le monde entier a besoin de personnalités et de réflexions comme celles qu'ils ont menées, mais tout le monde n'est pas encore prêt. Et donc voilà, je tiens juste à leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que le prix comme celui dont ils sont lauréats, vraiment les encourage et qu'il y a d'autres initiatives, structures, personnes qui ont besoin d'elle et on les attend. Voilà. Merci, merci beaucoup S'il vous Clio. plaît. Merci. Je vous invite toutes les 3 à aller voir toutes les félicitations, les remerciements qu'il y a plus dans le chat. Voilà, bravo Gaëlle, bravo, 3 mémorandes, superbe boulot, bravo, merci, bonne continuation. Voilà, donc que des messages positifs, ne vous en privez pas. Merci à tous pour votre investissement. Évidemment, les mémorantes, les promoteurs, les membres du jury, les partenaires qui sont avec nous, toute la formidable équipe de la Fondation pour les générations futures. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et on se donne rendez-vous pour notre dernier webinaire déjà de cette session spéciale des ERA Awards 2020. Ce sera le 25 juin à 10h pour une session donc autour de 2 ERA Awards en architecture et système alimentaire soutenable. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien. À bientôt.